Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la loi des séries pour parler de la série du moment, celle qui déchaîne les passions et les audiences sur TF1. Cat's Eyes a commencé depuis quelques jours devant plus de 5 millions de téléspectateurs sur TF1 avant d'arriver bientôt sur Prime Video. Et on avait envie de consacrer un long moment à ce dessin animé. Je dis on, Julia va nous rejoindre dans quelques instants. Nora Gabriele. Non. Nora Gandour. Bientôt, peut-être. Je fais un mix mais... des deux. Elle va être contente. Nora Gandour est avec nous. Et d'ailleurs, on va faire un petit focus dans un instant parce que tu t'occupes d'un festival qui est à Marseille sur les adaptations de livres en série. Et donc, on est pile dans le sujet. C'est quoi une bonne adaptation? Vaste sujet, mais on va largement avoir de quoi en parler avec nos invités. Évidemment, il est le grand stratégaire de cette adaptation. Il a les épaules larges pour recevoir tout ce qu'il y a à recevoir et à prendre tout l'amour que les gens vont réserver à cette série. Alexandre Laurent, bonsoir. Bonsoir. On est ravis, on t'avait reçu il y a une petite année pour revenir sur ton parcours et on pouvait à peine esquisser Cat's Eyes quand tu étais venu. Et puis ça y est, maintenant on peut en parler un peu plus. On peut en parler un petit peu À plus. l'époque, c'était... Surtout que voilà, la première soirée est passée et que on est ravis de pouvoir le faire. Pour mettre en place, je le dis sans arrêt, effectivement, il faut des auteurs, mais il faut aussi des producteurs. Parce que se lancer dans l'adaptation d'un dessin animé comme ça, alors il faut évidemment le soutien de la chaîne, hein, parce on le redira, mais il faut qu'une chaîne se dise allons-y, prenons le risque. Mais il faut un producteur pour faire le pont entre les auteurs, la réalisation et la chaîne. Benjamin Dupont-Jubien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, parce que je sais que c'est une discussion collective qui a entraîné la création de cette série, adaptée d'un dessin animé et d'un manga. Et puis, celui qui maintenant te suit depuis très très longtemps, parce que je suis retombé, là, ils ont mis sur Disney+, Le Secret d'Élise, et tu étais déjà à la manœuvre sur cette série, c'était en 2014, si je ne me trompe pas. Magnifique série que j'avais. Ouais, déjà 10 ans. Ouais. François Liétou, compositeur de cette musique de Cat's Eyes, qui est disponible sur toutes les plateformes, la bande originale. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux parce que c'est vrai que c'est la famille un peu. Allez, les trois là, c'est bien la famille. C'est bien la famille. Hein. Benji m'a connu, premier assistant, il m'a dit donc, toi, faudrait que tu réalises. Je lui ai dit non, c'est pas mon truc. Ah. Bah voilà. Donc. T'avais le nez creux, Oh, des fois, on peut se tromper. Et on s'est retrouvés là, 10 ans après, on avait fait un coup de foudre ensemble. Ouais. Et on s'est retrouvés sur Cat's Eyes et c'est vrai que c'était un vrai plaisir de se retrouver. C'était des belles retrouvailles pour un projet comme ça. On a beaucoup collaboré en fait, c'est pour ça que je trouvais chouette qu'il vienne, parce qu'on a vraiment fait ça main dans la main. Moi, il m'a ouvert plein de portes dans ce nouveau genre qui était de l'action-comédie. J'avais plutôt fait du drama et il m'a vraiment accompagné tout du long. On a vraiment trouvé des choses ensemble pendant le développement, l'écriture, même sur le plateau quand il passait. Et je me voyais pas venir sans lui en fait. Et vous savez à quoi on reconnaît quand même un super producteur, c'est qu'en plus il arrive à trouver un scénariste qui porte le nom de sa série. Tout à fait. Ça, c'est quand même classe. Michel Katz à l'origine. Qui était prédestiné pour écrire cette série. Qui était prédestiné pour écrire cette série. Qui s'est fait chambrer toute son enfance. Hein, oui, j'imagine. Il était prédestiné à écrire la série. Et ça va continuer. On va évidemment en parler longuement dans un instant. Dans la deuxième partie de l'émission, on recevra une artiste qui monte beaucoup en ce moment. Son nouvel album vient de sortir. Elle a collaboré avec les plus grands, parce qu'elle a travaillé aussi avec Barbara Pravi. Elle s'appelle Ljubljana. Vous allez découvrir son album, s'appelle Terre Rouge. Il est magnifique. Il est sorti à la fin du mois de octobre. Et elle est venue accompagnée d'un sublime instrument que je ne connaissais pas, qui vient du Mali, qui s'appelle une kora. Peut-être que monsieur le compositeur connaît bien cet instrument. Jouer, mais oui. Donc on va pouvoir la retrouver dans un instant. On va accueillir aussi dans 2 minutes Julia qui est arrivée en régie, que je vois, et qu'on va pouvoir faire rentrer. Mais auparavant, on se fait une petite avant-première. C'est dans quelques jours. Ça nous permettra de faire le pont finalement avec la thématique d'aujourd'hui. Le Festival Marseille Série Stories va arriver. Et justement, il va se pencher sur l'épineuse question de l'adaptation, comment faire pour adapter, et on en parlera dans un instant, mais c'est quoi en fait une adaptation? Est-ce que c'est une fidélité à toute épreuve à un matériel original ou pas? On va en parler dans un instant, mais voici la bande-annonce. Ah bon. Salut.
voilà pour cette petite bande-annonce. Effectivement, les adaptations d'œuvres littéraires, elles sont à la pointe. On le voit sur toutes les plateformes, sur toutes les chaînes, dans tous les pays. Il y en a à peu près partout. C'est vrai que ça part de l'adaptation du comics, l'adaptation de la BD, l'adaptation de romans, l'adaptation de tout ce qu'on veut. Et finalement, ça donne des nouveaux types de séries, potentiellement, voire des unitaires parfois aussi, voire des films de cinéma ou des franchises de cinéma. C'est dire qu'il fallait effectivement qu'il y ait un endroit pour les accueillir toutes. Il y aura notamment, je crois, une production de TF1 en masterclass qui est Erika, Oui. qui va arriver bientôt, la nouvelle série avec Julie de Bonac, que tu connais un petit peu, je crois, et Grégory Fitoussi, que tu connais aussi un petit peu, je crois. C'est ça juste après le tournage de Katsai, je crois. Et ben voilà, ils ont enchaîné, donc c'est Pays Basque, je crois, non? Exactement. Ouais. Grégory m'a dit qu'il avait fait beaucoup de surf là-bas pendant ces temps. T'es énervant, ce garçon. On va y venir dans un instant, mais alors voilà, une adaptation, pour toi, c'est quoi une bonne adaptation? Comme j'en parlais avec François, je trouve que ce qui est super dans une adaptation, et il y en a beaucoup là en ce moment, c'est quand tu restes quand même fidèle à l'idée que souvent, d'ailleurs c'est plus vrai avec les mangas, parce que les mangas génèrent beaucoup de fans, contrairement à un roman ou autre, que tu gardes l'esprit, il y a quand même une fidélité, mais que tu arrives à la moderniser, à te l'approprier, mais pas dans le sens négatif, pour en faire, c'est tout de même un nouvel objet. Et ce que je trouve très réussi dans Cat's Eyes, et je lui disais pas spécialement pour la musique, mais vraiment la musique a fait beaucoup, je trouve, c'est que tu as ce côté où, moi j'étais très fan du dessin animé, je me suis pas sentie trahie, et j'ai trouvé que c'était très moderne, avec 2-3 rêves pour ma génération qui était donc fan des dessins animés, mais quand même très moderne. Je pense que quelqu'un de 20 ans regarde la série maintenant, il est tout de même conquis. Et je trouve que la bonne adaptation, c'est ça, de ne pas perdre les nouveaux fans que tu pourrais avoir et sans trahir les anciens. Et de donner envie aux gens de lire les originaux. Ah oui, alors ça, c'est vraiment le message du festival qui était assez original quand même de le prendre de ce côté-là. Bon, les gens lisent de moins en moins. Et donc, le département des Bouches-du-Rhône s'est dit, nous, notre mission, c'est de ramener à la lecture. Et on va utiliser ce que les jeunes aiment maintenant, ce qui est les séries, et leur montrer qu'en fait, tout ça peut aussi venir d'œuvres qui existent et vous pouvez lire. Et on pourrait se dire instinctivement que l'inverse est plus simple. Et pas du tout. En fait, avec les enfants, ça marche hyper bien, par exemple. Et ils aiment relire les histoires de leurs dessins animés le soir. Et on s'est rendu compte que ça marchait vraiment. Tu avais des pics de vente d'œuvres après une série. Alors, le cas le plus explicite, c'est Monte Cristo. Je crois qu'ils ont fait une rupture de stock du bouquin. Voilà, après le film. Ils l'ont réédité, effectivement, et, voilà, ça marche très très fort. voilà. Et ça continue de bien marcher, puisque je crois qu'il compte, il y a encore des salles qui le projettent. Et des livres qui se vendent. Donc, c'est un moyen comme un autre de ramener les jeunes et moins jeunes, enfin ceux qui se sont détachés un peu de la lecture à la lecture et montrer que, en fait, la création, c'est quand même immense. Eh bien, on va voir si pendant 5 semaines, je crois, de diffusion, puisque c'est finalement 5 ou 6 semaines d'ailleurs, je crois, de diffusion, puisque ça s'étale. Il y a les 2 dernières soirées qui sont... La dernière soirée va être coupée en 2, ouais. Les deux derniers épisodes les 2 derniers épisodes vont être diffusés sur 2 semaines séparées. Ouais, avec l'excellente Escort Boy qui arrive sur TF1 et qui sera en deuxième partie de soirée, juste avec derrière Simon. Avec qui Simon, est partout. qui est aussi dans la série. Décidément, la boucle est bouclée. bouclée. On revient effectivement à Cat's Eyes. On va continuer cette discussion finalement par rapport à ce qu'on disait là sur l'adaptation du festival. Donc c'est à partir du 21, c'est ça? Oui, du 21 au 24 novembre. Du 21 au 24 novembre. Donc la semaine prochaine. Oui, ça arrive très vite. Ça arrive. Donc on va voir si effectivement ça imprègne effectivement les relectures de Cat's Eyes. On se remet dans l'ambiance. Évidemment, la bande-annonce, vous l'avez vu plein de fois. Allez, ça le fait. Je fais un gros coucou à ma copine Ancilla parce qu'elle chante vraiment ce générique d'une manière géniale. On se demandait, à l'avant-première, elle a fait une autre interprétation de la chanson plus lente qui arrive en cours de saison. Vous verrez, il y a la surprise. Mais qui est je crois, sur la BO, qui est sortie sur les plateformes. On la retrouve. Et je trouve que ça a plongé la salle dans une ambiance. Moi, ça m'a super ému de la voir en live. Et il y avait un côté mystique. Mais cette version est vraiment super. Ouais, ça a scotché tout le monde avant de présenter les films. Qu'elle avait fait piano et violoncelle, je crois. Une contrebasse, une percu, un truc très simple mais super. On se demandait qui allait. Une larme, j'ai envoyé un petit texto après, genre ça t'amuse de faire pleurer les gens. Je précise que dans la version originale, c'était Isabelle Guillard qui interprétait le générique, qui nous a évidemment accompagnés pendant des années et qui est disponible. La série est disponible sur TF1+,
Nora nous faisait la remarque que quand on termine des épisodes de Cat Size, la série, on nous renvoie sur Cat Size, le dessin animé, sur la plateforme de streaming de TF1+. Donc tout est bien foutu. Allez, on revient à Cat Size, on revient à ce projet fou, parce que, je le disais, regardez-les comme elles sont belles, Claire Romain, Camille Lou et Constance Labbé. Claire Romain qui tourne d'ailleurs actuellement Montmartre pour TF1, aux côtés d'une très très belle distribution. On aura l'occasion peut-être d'en reparler bientôt. Qu'est-ce qui vous a pris, les gars, de se lancer dans cette aventure folle? Parce que je le disais, alors il y a One Piece qui était sur les plateformes. Il y a eu beaucoup d'adaptations qui sont arrivées avec plus ou moins de succès, plus ou moins bien accueillies par les fans. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans cette folle aventure? Déjà, moi j'étais un amoureux profond de l'œuvre de Tsukasa Ojo. Et puis je lis beaucoup de mangas, c'est un peu ma culture. J'ai grandi devant, lu ça. Mes enfants eux-mêmes lisent ça et sont biberonnés à Cat Size. Ma fille a dévoré Cat Size quand elle avait 12 ans. Et ça a aussi contribué à alimenter un peu la réflexion. Je m'étais toujours dit en plus de ça que c'était une histoire qui était très adaptable de manière contemporaine, d'autant plus que quand j'étais petit, en fait, moi j'habitais en banlieue à l'époque, et pour moi le dessin animé se passait à Paris, parce qu'en fait il y avait une tour Eiffel rouge, j'allais jamais à Paris, je savais pas ce que c'était que Paris, et j'étais persuadé que ça se passait à Paris en fait, donc un peu naïvement, pour moi Cat Size ça se passait à Paris, alors bien plus tard j'ai découvert que ça se passait à Tokyo, mais en fait au fond c'était un peu plus loin, mais j'ai toujours dit à Tsukasa que pour moi Cat Size c'était Paris en fait, donc dans les discussions de départ qu'on a eu avec lui, ça aussi voilà, c'est classe de pouvoir dire Tsukasa comme ça sans mettre ouais, t'as vu. On a quand même discuté pendant 5 ans avec lui. C'est quoi les limites du coup qu'il a posées? En fait, c'est un peu ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au départ, non, mais quand tu vas voir un créateur, en tout cas Tsukasa Ojo, dans son approche, il est très intelligent là-dessus. Il est vachement dans la logique de il faut trahir dans la fidélité. Parce que lui, il dit si c'est pour prendre ma BD, en gros, quand vous approchez n'importe quel mangaka et vous lui dites voilà, je vais adapter votre œuvre, si c'est pour lui dire vous allez faire quoi, il dit je vais faire exactement pareil. Mais alors, à la bulle près, et au costume près, et à la coupe de cheveux près, il faut vraiment que les personnages y ressemblent, ça ressemble à rien en fait. Ouais. Et lui-même a toujours dit, il faut que vous trouviez votre cohérence, il faut que vous trouviez votre voix, il faut que vous trouviez finalement un truc cohérent. Et en fait, ce qu'on a beaucoup discuté avec lui pendant des années, ça a été de trouver cette cohérence. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette œuvre, et qu'est-ce que vous voulez proposer de nouveau, que moi j'ai pas déjà fait, qui n'est pas déjà dans la BD, qui n'est pas déjà dans le dessin animé, et qui va permettre d'apporter un petit truc au public. Et c'est vrai que alors nous on est venu avec l'idée de l'origin story dès le départ, parce que c'était des discussions qu'on avait avec Michel, qui est un énorme fan aussi depuis le départ. Et puis il y a des années de ça, quand on en parlait entre nous en rigolant, en disant, quand on se parlait de Morgan, en disant il y a quand même un truc con dans les Cat Size, c'est qu'on démarre, elles sont déjà Cat Size, elles ont déjà beaucoup d'argent, elles font des casses, elles cherchent leur père, mais elles étaient comment juste après la mort de leur père? Elles ne sont pas encore Cat Size, mais je le dis. Tout à fait. J'ai matraqué pas mal de choses qui m'ont gonflé en me baladant sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai vu que donc, tu me défends. Ah non, mais ça me gonfle. Elles ne sont pas encore Cat Size, et surtout il n'y a pas de trahison sur la marchandise. Vous l'avez dit dès le départ que ce serait une origin story. Tout à fait. Elles deviennent dans cette première saison, elles vont devenir les Cat Size. À peu près autour de l'épisode 4-5 d'ailleurs pour dire. Ouais. Après pour tous ceux qui s'inquiètent aussi du café, oui il y aura le café Cat Size. Pas au début, mais oui il y aura le café Cat Size, oui il y aura les cartes, oui il y aura tout ça. Et est-ce qu'il y aura un vrai? Le café Cat Size. Nous, c'est un lieu qu'on a utilisé pour le tournage. Après, c'est qu'il faudrait le créer. Ouais, mais non, mais tout ça pour dire, pour revenir à la question, c'est qu'en fait, quand on crée quelque chose comme ça, c'était une envie profonde, sincère. C'est très important, parce que notamment sur j'ai fait d'autres adaptations dans le passé pour d'autres boîtes de prod pour qui j'ai travaillé. C'est essentiel d'avoir un rapport avec le créateur et de lui dire voilà ce que je veux faire de votre œuvre. Parce que lui, son œuvre, il a travaillé dessus pendant des années. C'est un truc qui est gravé dans le marbre. Et en fait, quand on veut changer quoi que ce soit, c'est important de se dire est-ce qu'on en a de la liberté. D'ailleurs, il y a d'autres œuvres pour lesquelles on a essayé d'approcher des mangaka qui nous ont dit moi, je veux pas qu'on touche à ça. Et puis, ça devenait du coup impossible à adapter en fait. Donc, on s'est dit là, c'est pas la peine. Donc voilà, donc c'est trahir dans la fidélité. C'était une bonne définition. Et il y a toujours une part de trahison. Quand vous rentrez, moi je prends souvent cette image-là, mais quand on dit, quand vous voyagez, qu'il faut s'adapter à un milieu naturel, c'est pas le milieu naturel dans lequel vous arrivez qui s'adapte à vous. Donc c'est vous forcément qui adaptez votre façon d'être, votre façon de vous comporter, votre façon d'exister. Et donc forcément que si vous transposez une série 40 ans plus tard, vous ne centrez pas les filles avec des costumes qui les moulent de partout. Vous pas courir sur les toits avec des talons, en vrai. L'effet MeToo est passé par là aussi, donc on fait attention à la représentation et à l'image des femmes. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent. L'effet MeToo, l'image qu'on avait aussi de la femme. Enfin, MeToo, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, mais nous qui avons compris avant, j'avais pas envie de mettre des filles. J'adore ça. MeToo, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Oui, de base. Non, mais ça me plaît beaucoup. Bravo. C'est pour forcer la compréhension de certains.
Moi, c'était évident qu'on allait pas faire ça. C'est des femmes d'aujourd'hui, des femmes modernes, filles d'aujourd'hui, enfants de la forme. Ça commence comme ça. C'était déjà très moderne dans les années 80. Quand on regardait ça, nous enfants, c'était. Et c'est ce qu'on voyait à la télé. On voyait les femmes faisaient de ouais. l'aérobic à la télé. C'était la vision de la femme de l'époque. Aujourd'hui, c'est 40 ans plus tard. Fatalement, on n'en a pas la même vision. En fait, on a évolué. Et puis c'est pas non plus le même pays, enfin faut quand même le dire juste basiquement, c'est pas le même pays, donc c'est pas le même rapport, notamment à la représentation des femmes qu'il peut y avoir entre le Japon et la France. Tout à fait. Donc il y a aussi C'est ces une autre critères-là. culture, Oui. Et d'ailleurs, pour rebondir, parce que moi aussi un peu ça m'énerve, les commentaires où ils vont dire ah mais les femmes, mais en fait tout le monde s'attaque à la représentation de la femme. Enfin quand même le début de Cat's Eye, c'est quand même l'histoire de 3 femmes très fortes qui sont un peu féministes avant leur temps. Enfin, c'est une représentation ultra positive des femmes, même si elles étaient en latex moulant. Enfin, tu vois, elles faisaient pas la potiche. Tsukasa mettait les femmes en avant. Exactement. Et ça, les hommes étaient un peu plus naïfs. On prend le personnage de Quentin ou le chef de la police qui est très bourru. Non, pas con, mignon. Oh non, il était con. Candide. Candide, c'est beau. J'ai vu le dessin animé, il était con quand même. Quentin, faut quand même le dire. Tu connaissais toi François Cat's Eye ou pas? Non, moi je suis la génération, je pense un tout petit peu après. Donc, ça fait du bien. Ne dis pas cette phrase. Et tu regardais quoi du coup? J'avais dû en voir, mais quand j'étais petit, et j'avoue que c'était pas le truc que je regardais le plus quand j'étais enfant. Jimmy Neutron. Donc, j'ai regardé un peu avant de bosser quand même si après il a fallu faire un peu abstraction. Abstraction parce qu'on voulait faire autre chose. Mais pourtant, tu t'es formidablement bien adapté parce que la musique, elle a cette modernité et en même temps, je crois qu'il y a un thème qui est le thème de la Tour Eiffel où on voit Tam qui monte à la Tour Eiffel dans le premier épisode où il y a les notes du générique qui sont glissées dans ta partition à toi. Enfin voilà, tu as su t'approprier pour créer ta musique à toi à l'intérieur de ce grand tout. Donc c'est ça qui fonctionne super bien dans l'adaptation aussi. Ouais, c'était beaucoup de discussions avec Alexandre tous les et trois, Benjamin, qui sont justement. tous les deux très mélomanes. Et donc tous les deux très envie que l'esprit Cat's Eye reste présent, même si l'idée c'était de moderniser le truc. Et donc du coup on a placé de temps en temps, ponctué la musique par des petites références au thème pour qu'il y ait ce côté un peu nostalgique et en même temps qu'il y ait quand même toujours un truc très moderne, quoi. Il y a vraiment eu un apport de nous trois sur la musique. C'est que moi, quand Benji m'a envoyé le projet, j'étais parti, ouais, qui casse, faut du violon, de la guitare électrique. Il me disait, oui, ce serait bien aussi d'avoir du funk, écoute la musique de l'époque. Il fallait des titres qui soient aussi des espèces de repères temporels qui puissent nous dire la série n'est pas dans les années 80 mais elle renvoie à cette époque-là. Je pense il y a du Cyndi Lauper par exemple. Dans toutes les synchros qu'on a posés, en fait, on a essayé de trouver des morceaux qui sont intemporels, c'est-à-dire qui sont sortis à cette époque-là mais qu'on écoute encore aujourd'hui, qui n'ont pas vieilli. Genre le Take On Me de AA, moi c'est quelque chose que je réécoute Passion. Ça marche volontiers, qui n'a pas pris un ride en fait. Ça peut passer à la radio et donc en fait on a essayé de trouver des titres un petit peu emblématiques. Pour accompagner la série, mais qui provenait des années 80. Ça, c'était une envie de Benji. Ouais, après, ce qui était marrant, c'était qu'au départ, on avait une envie sur la musique qui était finalement assez orientée, on va dire, héroïque, et puis avec des refs aux années 80. Et puis, on s'est très rapidement rendu compte, avec les monteurs, nos 3 monteurs, qui, en fait, mettaient d'autres types de musique dessus. En fait, il fallait aussi coller aux univers dans lesquels on était, chaque épisode étant très différent du précédent. Et ben quand on fait un univers de casse dans l'épisode 4 avec les péniches, et ben c'est pas tout à fait pareil que quand on va faire Versailles, complètement baroque avec ce bal au milieu et tout. Et du coup, il y a des musiques qui se sont imposées. Donc en fait, la palette, elle est super large. Ce qui a été très compliqué pour François, c'est que quand on met des synchros comme ça, très différentes, on va mettre My Sharona et on va mettre Take On Me, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun lien. Et il va falloir et lui, il était là en train de se dire ah putain, comment je vais faire le lien musical entre tout ça. On n'a pas été très sympa parce très compliqué pour lui. On a avancé plus vite que lui en montage parce qu'il a commencé à composer l'épisode 1, on s'est mis d'accord, on a trouvé un ton. Ce qu'expliquait Benji, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les 4 premiers épisodes, ça avait besoin vraiment de musique différente pendant les 4 films. Donc on est allé choper de la BO de film, ce que je fais toujours quand on monte en maquette. Pour trouver des repères. Pour trouver des repères, oui, puis quand on présente les films, quand on essaye, en fait, pour trouver le ton, on prend des choses parfois existantes. Et François doit arriver derrière et surclasser ça. Ouais, mais en même temps c'est cool parce que chaque épisode on le vit différemment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mood différent, il y a un rythme, des sensations différentes en fonction de l'épisode. Du coup il n'y a pas cette sensation que c'est tout le temps la même chose et que voilà, chaque histoire, chaque cas ça va être un peu différent et
Et on a l'impression de redécouvrir un truc à chaque fois, donc c'est cool quoi. Enfin, Il y a un épisode évidemment, qui ça fait commence- plus de taf, mais. Oui, alors ça fait aussi beaucoup plus de travail pour lui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une série, n'importe laquelle, si vous avez une cohérence musicale grande sur les 8 épisodes, il y a des choses que vous pouvez recycler. Oui. Vous pouvez reprendre des thèmes. Lui, à chaque Non, épisode, il n'y a c'était aucune différent. cohérence nulle part. En fait. Il avait un boulot monstrueux pour se dire, ah là, mais j'ai encore tout ça à faire dans un genre différent. De quel thème t'es le plus fier, tu dirais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Il y a autour de bonne 28 question. morceaux rien que sur la bande originale Ouais, gardée. ouais, hein. j'ai Il y en mis a 28 un qui- morceaux, mais encore, c'est la face visible de l'iceberg. Hein. J'imagine. J'imagine, Plein ouais. derrière. Après, il y a des heures et des heures et des heures. Plus tout ce qu'on a mis de côté. hein. Moi, là, je suis super content de notre collaboration en tous les trois. C'est qu'il y a de la basse groovy, comme Benji voulait au départ. Et vers la fin de la série, il y a un thème qu'on entend au début, mais qu'on a décliné, où il y a du violon, de la guitare électrique, avec un truc un peu plus kick-ass. Et tout ça s'inscrit très bien. Je pense que tout le monde y a apporté son apport. Ouais, donc du coup, non, pour répondre à la question, j'ai pas de. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est justement c'est le côté très éclectique, quoi. Ok. Voilà, je Je comprends. saurais pas dire. Et il, le très fait, et il le réussi. fait super Ouais. bien. Et surtout, je voudrais signaler, parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, mais je voudrais signaler la grande classe quand même de Anne Silla. Quand j'ai appris que c'était elle qui disait la chanson, j'ai envoyé un texto, je lui ai dit écoute, il faut vraiment que tu viennes nous voir pour en parler et tout. Elle me dit ouais, avec grand plaisir, mais surtout, si je viens, fais bien attention, je veux absolument qu'il y ait François Liétou, parce que sans lui, j'aurais rien pu faire et tout. Donc voilà, la grande classe quand même de Anne Silla, qui a su s'approprier ce thème-là aussi, où même si c'est que 2 chansons, puisqu'il y a les 2 versions, là aussi il y avait des coups à prendre, parce que c'est vrai que la chanson, elle a bercé toute une génération, et il fallait se la réapproprier, quoi. C'était inenvisageable qu'il n'y ait pas la chanson, par exemple, au début du générique. Non, on s'est beaucoup posé la question, nous, de savoir quelle chanson on allait reprendre. Si on prenait la version d'Henry ou si on prenait la chanson d'Isabelle Guillard, en fait. Parce que le thème français, il était hyper connu chez les fans français, mais il n'a pas voyagé. Le thème d'Henry, il est mondial. Et donc, en fait, évidemment, Tsukasa Ojo, il était plutôt pour prendre le thème d'Henry, Mysterious Girl, qui est super aussi. Et on On a a fait le mettre à la fin, dans le générique. de Ouais, fin, et puis en fait, il se passe tellement de trucs à la fin qui ne matchaient pas avec l'énergie de ce générique-là que c'était pas la bonne saison pour le faire. Mais je dis pas que Ah. On se l'exclut. je dis pas qu'on l'excluse Oui, totalement. ce n'est mais pas une mini-série, pour celles et ceux qui le se demanderaient, c'est une série. Donc il y potentiellement. aura potentiellement une 2e saison si l'audience continue d'être au rendez-vous. On va se prêter un petit... Oui, Pardon, vas-y. elle est quand même prévue pour être vendue à l'étranger. Oui, tout à fait. Ah oui, Elle va être d'accord. diffusée déjà sur Prime Video. Oui, oui, je sais. Mais du coup, elle va voyager avec le générique français. à D'accord, l'étranger. voilà, Ça, c'est- c'est c'était ma C'est un question. choix qu'on a fait, donc les fans à l'étranger vont découvrir ce générique français. Ils ne le connaissent pas, mais voilà, on a fait ce pari-là. Nous, après, on l'a présenté à Tsukasa Ojo, qui a trouvé ça super. Lui, il en avait entendu parler, évidemment, il le connaissait vaguement, parce que voilà, mais il le trouve super. Donc, Mais je trouve que c'est vachement bien parce que du coup, ça va renforcer l'idée que c'est une série française Et qui se passe à Paris. et pas qu'on a essayé de faire une espèce de série internationale. Donc je trouve ça, c'est vachement Ouais. bien que ça puisse voyager avec ce principe-là. On va se prêter, je voudrais qu'on se prête un petit jeu. On a vu, alors je voudrais souligner l'excellent travail qui a été fait aussi, notamment autour pour la promotion de la série, parce que les visuels, je trouve, pour mettre en avant la série, les affiches personnages qu'on trouve sur les réseaux sociaux, il est magnifique. Elles sont magnifiques, les photos sont dingues, les couleurs sont absolument géniales. On a commencé à les voir défiler, mais on va voir défiler les photos des personnages un par un. Et je voudrais que vous me disiez quelque chose sur chacune des actrices, sur ce qu'elles représentent. Du casting, quand même, Bah oui, qui c'est pour ça est qu'on va y hyper venir réussi. maintenant. Voyons la première photo. On va commencer Des actrices avec ou des personnages? Tam, et puis d'actrice et du personnage. Mais Tam, Alexandre, parce que ça a été, j'imagine, une grande discussion ce casting pour avoir le bon et savoir qui prendre. Oui, on a fait plein qu'on pourrait dire, d'alchimie, de bento, parce qu'en fait, on pouvait pas, il fallait que ce soit un trio. Ce qui était important, c'est qu'on croit en une fratrie. Je connais pas le mot pour. Moi non plus. Donc Je fratrie. dis fratrie aussi. Une sororité. Sororité, ouais. c'est Oui, pas- mais ça pas ce qu'il veut dire c'est exactement. ça. Mais oui, donc on a réfléchi, on a essayé de faire plein d'assemblages. Alors Tam, Camille Lou, Tam. Alors, Camilou, quand on s'est parlé du rôle, on n'avait jamais fait, elle et moi en tout cas, un personnage comme ça pour elle. Dans le bazar et dans les combattantes, c'est quelqu'un qui pense aux autres, qui est pour les autres, qui subit. Alors que Tam, c'est quelqu'un qui vient avec un but et qui pense que à ce but et qui est prêt à tout écraser pour y arriver. C'est-à-dire prouver que la mort du papa n'est pas un accident. Quelqu'un qui est moins sympa, peut-être un peu plus toxique parfois pour atteindre son but. Oui, mais elle est Oui, c'est vrai qu'elle est prête. Elle elle, recule elle pas. devient sympa et on a de l'empathie parce que c'est Tam et qu'elle est héroïque, mais c'était un peu comme dans Tokyo pour la Casa des Papel. Voilà, c'est un personnage un peu plus rock que ce qu'on avait pu faire ensemble. Et Camille Lou, effectivement, le fait bien, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Là aussi. À un C'est moment une donné, métamorphosée, c'est-à-dire que moi quand c'est vraiment, je voyais plus Camille ou les deux personnages que j'avais pu faire avant. Le
fait d'être brune, elle a fait beaucoup de sport, elle s'est transformée. Enfin, quand elle arrivait, la première fois que je l'ai vue dans sa combi, waouh. Enfin, j'avais vraiment Tamara en face de moi du manga et de l'animé. Monsieur le producteur, avant qu'on passe au personnage suivant, c'était envisageable que sur un tel projet, un tel Barnum, on ait 3 actrices totalement inconnues. Oui, c'était l'enjeu pour nous, c'était de créer. J'ai toujours dit, moi, il y avait un personnage, c'est les 3 sœurs. Et en fait, il fallait trouver cette alchimie parce qu'au départ, les gens viennent voir une série parce qu'ils sont intrigués, parce qu'il y a de la promo, parce qu'on leur vend la Tour Eiffel ou du spectacle. Et bon, voilà, ils vont venir un épisode. Mais s'ils ne s'attachent pas aux personnages, ils ne reviennent pas, en fait. Et c'est dans toutes les séries. Moi, le premier, en tant que public. Oui, bien sûr. Donc, le but du jeu, c'était de trouver, de faire 3 sœurs contemporaines qui vont se disputer, mais qui restent attachantes, qui ont des personnalités qui sont complémentaires dans l'énergie. Tout ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, trouver une énergie globale et une énergie complémentaire, en fait, c'est beaucoup de travail. On a fait beaucoup de tests, beaucoup de casting, beaucoup d'essais divers et variés. Et pour arriver à ça, donc... Mais on peut se permettre, face à un tel Barnum, que les actrices ne soient pas des gens connus sur lesquels une chaîne peut s'appuyer avec ce genre de marque, peut-être plus que sur d'autres trucs, oui, c'était le but du jeu, c'était de se dire, comme c'était 4 size, à la limite, on les met en avant. La franchise est forte quand même. Donc du coup, c'était possible. Après... évidemment, le paradoxe, c'est qu'on a aussi des comédiennes connues parce qu'elles ont aussi de l'expérience du métier et qu'elles savent bien faire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elles sont super, en fait, en vrai. Camille, elle est incroyable, c'est une star. Enfin, elle dégage un truc, elle peut tout jouer, elle peut faire de la comédie, du drama, elle a de l'action, elle emmène tout le monde. Enfin, elle est absolument incroyable. Elle est magnétique. Elle est magnétique. Je bosse avec elle, c'est vrai qu'on a plaisir à travailler ensemble. On a un peu le même cerveau sur plein de choses. Et c'est vrai qu'elle t'embarque. Je la plains si c'est vrai. Ça doit être un bordel. La caméra, elle chope la caméra et... je trouve que elle est magnétique. Non, puis il y a des moments, on se rend pas compte, mais il y a des moments pour ceux qui ont vu le 1, justement, il y a on la voit quand il y a Quentin qui arrive sous la Tour Eiffel, là, il pleut des cordes, elle est là avec son manteau. Au départ, elle devait pas avoir de manteau, mais il pleuvait des cordes. Il était 5h du matin, elle était gelée. Et dans les rushs, on la voit, elle est bleue, elle claque des dents, elle est comme ça, elle fait s'il vous plaît, les gars, dépêchez-vous, j'ai froid. Il y a un moteur, action. Là, hop, elle se compose, Quentin et tout, et elle est incroyable. Elle a une énergie, et il est 5h du matin, et du coup, tout le monde est au garde à vous. Bon, si elle donne ça, on peut pas lâcher, quoi. C'est une bosseuse, c'est une fille absolument géniale, donc en plus de ça, j'imagine que c'est un vrai plaisir de travailler avec elle au quotidien. Si on devait décrire la musique qui symbolise Tam... Il a dit Morok, je crois que c'est ça, hein. C'est celle qui va le plus sans réfléchir, c'est celle qui a le plus d'énergie, celle qui lance les... Ouais, Claire Romain aussi, avec Claire aussi, justement. Elle est punk. En rock, on passe punk, ouais. Voyons la photo suivante, parce que ça va être normalement notre Alex, avec Claire Romain, qu'on avait évidemment révélé par Ici Tout Commence sur TF1, et qu'on découvre dans cette série, dans un registre, mais totalement différent. Alors, un mot, Tsukasa. Pourquoi ? Parce que quand je l'ai rencontré, on avait fait des moodboards de costumes, des moodboards de coiffure, des moodboards de déco, et on lui a présenté tout ce qu'on envisageait de faire pour avoir son ressenti, et on avait envie que ça lui plaise. Et on avait un questionnement sur la couleur des cheveux. Est-ce qu'on fait 3 brunes ? Est-ce qu'on fait une brune, une rousse ? Moi, j'adorais la couleur de cheveux de Claire, et il nous a complètement mis à l'aise en disant « Faites votre adaptation ». Il sentait qu'on était un peu gênés, il nous a dit « Faites ce que vous voulez pour les cheveux ». Il a fait traduire. Du coup, en fait, quand je vois cette photo où elle est rousse, et j'adore ce look, il y a un mélange de Lilou du 5e élément et de Nikita. Enfin... Et elle est très rock. Elle est très rock, l'ouverture, voilà. Et sur l'épisode, c'est l'épisode 3, c'est là où elle rentre vraiment à Versailles. Et on ouvre l'épisode avec un morceau très rock où elle traverse Versailles en courant, que je serais... Ouais, qu'on va voir, c'est un classique aussi, un classique de chez Classique. Moi, je trouve qu'elle s'en sort, vraiment, parce qu'elle est un peu moins connue que Constance Labbé et Camille Lou. Et vraiment, je trouve qu'elle s'en sort ultra bien. Pour avoir regardé, on était en groupe quand on a regardé, j'étais pas toute seule devant mon écran. Elle a quand même, je pense qu'elle a bluffé beaucoup de gens. Elle est... Dès les essais, elle commençait par nous. Hein, dès les essais, elle était incroyable. Ouais, enfin vraiment, parce que moi j'étais très triste qu'elle quitte Ici Tout Commence, je tiens à vous dire, hein, elle était hyper bien dans Ici Tout Commence. Mais là, vraiment, tu sais, c'est pas un hasard parce qu'elle est l'une des 3 héroïnes de Montmartre, aux côtés de Alice Dufour et Vincent Metelet. Donc Victor. Voilà. Victor Metelet, pardon. Mais m'agresse pas comme ça. Je l'aime beaucoup. Parce qu'il est un peu beau. Un petit peu. Ouais, il est grand, voilà. Franchement, il est grand, il est fin.
Mais il s'appelle comme mon fils, c'est pour ça. Ouais, ouais. Voilà. C'est la tête brûlée. Elle est géniale. Mm. Mais elle n'est pas encore celle que l'on connaît. Elle fait du parcours plutôt que du roller, mais enfin voilà, c'est du détail. Oui, mais c'est bon, on parlait d'adaptation. Peut-être que dans les années 80, le roller, moi je me rappelle, du haut de mes 5 ans, j'en faisais avec ma mère dans les années 80. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de roller, c'est peut-être plus du parcours. Ouais. Je pense que c'est la. Ouais, du skate. Ah, je fais Ouais. du skate, c'est vrai. Une escalade, des trucs comme ça. Et posons la question, mettons les pieds dans le plat tout de suite, parce que je crois que ça fait partie des choses qui m'ont le plus gonflé sur les attaques sur la série, sur le fait que Et t'as Alex... passé ta nuit à lire les commentaires Bah, j'ai été voir ce que les gens raconte-nous. disaient, J'adore, il oui. défend et tout. C'est- Les mecs qui nous déboîtent. C'est en même temps. bouleversant, Sur Alexandre. l'action, il y a T'es quelqu'un- porté par une Les mecs qui mission. nous fracassent sur l'action. Et tu pourrais expliquer, d'ailleurs, sur l'explication. Alors, je peux accepter toutes les critiques. Parce qu'un film, Oui, c'est- oui. on sait que de C'est toute le façon. principe. Mais c'est vrai qu'il y a des retours, on dit on voit pas où ils ont mis les moyens. Waouh, quand même. Le Ouais, quand même. La Tour Eiffel. Ouais. Bon, si tu regardes un petit peu, tu te dis que c'est pas gratos tout ça. Quoi. Après, on aime ou on n'aime pas, mais. Mais la principale attaque, c'est le fait qu'elle soit lesbienne. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est... Alors là, on vous traite de tous les mots. Que c'était pour le quota, c'est Ouais, ça qu'ils disent. oui, voilà. On a Ouais, voulu, ouais, enfin, alors, ouais, c'est ouais. l'auteur. Moi, je suis arrivé en cours de route, c'était déjà le cas. Mais on le traite pas justement. C'est une fille qui est lesbienne et peut-être qu'elle est même bi. On n'en sait rien aujourd'hui. Quand on attaque la série, elle est avec Lily, elle est amoureuse d'elle. Et alors, en fait, on ne traite pas l'homosexualité dans la série. C'est juste, c'est comme ça. Elle est avec une fille et justement, on a fait exprès d'être léger là-dessus. Et c'est quoi le problème en fait? C'est pas. Et pour- d'ailleurs, elle nous dit qu'elle l'était pas dans le manga. C'était Bah, pas elle mentionné, était juste, c'était pas mentionné. Non, non, Voilà. elle a un petit copain dans le manga, marrant mais que c'est les gens viennent pas. pointer ça Mais du doigt parce que Ouais. c'est juste, bah, On s'en fout. Ouais, on s'en fout. déjà, on s'en essaie fout. de le faire comme ça, Et en puis fait. nous, on trouvait ça, on est 3 héroïnes. C'est normal. On s'était dit au départ, on va pas faire trois mêmes types de relations avec un mec. Qui sait pas, Aujourd'hui, quand même, enfin voilà, les gens ont des vies différentes dans les années 80, assumées, et c'est super. Et moi, j'ai des enfants du même âge qui ont des vies aussi comme ça, des copines, des copains, et c'est pas un problème en fait. Donc c'était bien de refléter ça en fait. Et comme c'est aussi dans la sensibilité de Tsukasa Ojo, faut quand même se rendre compte, c'est dans son œuvre. Enfin, pour les gens qui prétendent connaître leur œuvre, bah, les gars, relisez-la quoi. Relisez Family Compo, relisez les histoires courtes de Tsukasa Ojo, enfin, c'est dans son œuvre tout ça quoi. Et donc lui, quand on lui a proposé ça, on s'était nous-mêmes posé la question, on s'est dit peut-être qu'il va nous dire attendez, ça c'est canon, nous je veux pas qu'on touche à ça, je veux qu'elle ait un petit copain machin. Je dis ah c'est une super idée, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très bien, c'est bien de parler de ça. Il était hyper content en fait. C'était même pas c'est même pas un débat quoi. C'était Et bien, à juste, moins C'est réactionnaire en fait. Tu disais le mot Oui, tout à l'heure. En c'est fait, réac. quel est le problème en fait? Parce Ils que, cherchent des problèmes. Il n'y a pas. Mais au même titre qu'à partir du Ça ne moment... devrait pas être un sujet. Mais en dans fait. la vie de tous les jours, on n'est pas caractérisé par la sexualité qui est la nôtre, Non. sauf, et dans une série, sauf à moins que ce soit conditionné par l'histoire qui a envie de raconter quelque chose autour de ça, les personnages n'ont pas de raison non plus d'être caractérisés par leur sexualité, ça ne devrait pas être un problème. Bah, non. Et en plus de ça, je rappelle quand même qu'à l'époque où Cat Size arrive, ça doit faire à peu près 2 ans que l'homosexualité est dépénalisée en France, puisque c'était Ouais. encore un crime, Ouais. et ça remonte à 1982. Hein, Mais il y a du boulot Il y a encore, il y a encore, Ouais. il y a encore du boulot. D'ailleurs, Lily, excellente comédienne qui, je pense, est dans ITC, Oui. il me semble, Oui. tout à fait, dans la nouvelle promo, et je la trouve Elle est excellente. formidable Elle est aussi, top. ouais. Et Ouais. j'ai mis du temps à la reconnaître, et comme tu disais tout à l'heure, je trouve que dans Cat Size, t'oublies vraiment la comédienne. T'es complètement dans le C'est personnage 25 tout de millions suite. qui sont passés par là. Et donc, même dans les personnages plus secondaires et tout, c'est hyper réussi. Bah, pour faire croire à tout ce qu'elles vont réussir à faire, il fallait Ouais. déjà croire en l'humain. En fait, moi, mon challenge à Oui. la mise en scène, il était là-dessus. Alors, on y va petit à petit pour pouvoir faire croire à cet univers. Et j'espère qu'un jour, on pourra sortir à deltaplane d'un sac à dos qui fera. Et Bah qu'on se ouais. dira, bah, c'est normal. Bah, Mais ouais, vous c'est verrez vrai. au fur et à mesure, il y en a des petits Mais gadgets. vous allez qui parler arrivent. dans les gadgets. Et enfin, dernière photo qu'on va voir apparaître, c'est évidemment Cilia, qui est jouée par Constance Labbé, qu'évidemment on aime beaucoup, Ah ouais. et qui dans cette série, effectivement, monte en puissance au fur et à mesure des épisodes pour devenir le personnage qu'on connaît à la fin. Un mot pour la caractériser. La Constance, c'est du rock, c'est de la soul, c'est la sagesse, c'est la personne qui a fait don de soi en fait pour pouvoir élever ses sœurs et qui va recommencer à vivre avec cette histoire en fait. Et elle est aussi très rock, je trouve. Pour moi, c'était le professeur dans Oui. La Casa des Papel. Voilà, c'est elle qui conçoit, qui oriente, qui calme, qui est là pour materner, s'occuper de ses sœurs. Et donc on aurait rock, punk et soul pour... Ouais, Ça ça me correspond va, ça me très bien. résumé. Ouais, ouais. Bah, quand on traite ces intrigues, on est plutôt sur quelque chose de plus. Bah, c'est la personne qui est la plus normale au début de l'histoire. Celle à qui on peut s'identifier. Qui a une vie, qui a un boulot, qui essaie de s'occuper d'Alex. Puis c'est Mais la c'est- seule qui a quelque chose à perdre. Mais c'est vrai qu'il dit rock aussi parce qu'au fait dans la vie Constance elle est très Elle est rock. rock. Oui. Ah Et bah, la Elle est rock, rock elle a amené cette couleur et rock, le quoi. challenge c'était pour elle enfin pour nous en tout cas c'était de l'amener vers un personnage plus responsable, posé et tout, ce qui est pas ce qu'elle est pas forcément dans la vie, elle préfère cette énergie très rock et c'est là où elle a une très grande palette, elle arrive à tout faire
et avoir du coup ce côté Cilia qu'on cherchait, et en même temps avec cette petite pointe un peu... Constance. Mais c'est vrai que dans le manga, c'est On le avait envie personnage le plus sage, et je trouve qu'elle a, de par ses piercings, de ses boucles d'oreilles, ça enfouit quelque chose qu'elle a dû arrêter à un moment dans sa vie pour pas être comme ses deux sœurs, un peu tête brûlée. Et elle s'émancipe, elle grandit au fur et à mesure de la saison. Et ça fait du bien, vous allez la découvrir dans les derniers épisodes, vous verrez, ça monte vraiment son personnage, il y a une Ouais. vraie montée en puissance et elle s'affirme complètement à partir de la moitié de la Elle saison, est, c'est ça elle qui est est dingue. super en comédie, il y a des scènes décalées, je Ouais. trouve. Ouais, regardez Versailles, vous Versailles, verrez, c'est ça. Où vous il y a verrez Sissi, Versailles avec la impératrice, massue, qui vous rencontre, verrez comment il s'appelle le personnage dans Alien à chaque fois, Ripley. Ripley. Ouais. Ouais. Voilà, et il y a un mélange de Sissi et de Ripley à un moment, vous verrez. Ah, ça c'est bien, on va mettre ça en place. On arrive à la On a fin eu de cet trois échange. filles vraiment super, c'était chouette, Mais une belle je- aventure. Deux dernières questions. D'abord, ne ratez pas en termes de casting, évidemment, on l'a pas cité, les partitions des méchants, Elodie Fontan et Melki, qui Elodie, sont absolument dingue. géniaux tous les deux. Mais surtout, surveillez bien la fin du 4e épisode qui passe la Ouais. semaine prochaine avec Guillaume de Tonquédec qui apparaît, parce que les gens l'ont vu sur les. Qui C'est arrive, déjà ouais. sur TF1 qui arrive. Ouais. Je vous en dis pas plus, je vous dis pas qui il est, ce qu'il fait, mais vous allez voir à la fin du 4e. Ah, quand il met son petit disque, on- je dis rien, Non, C'est magique. formidable. Magique. Je vous pose la question comme ça pour finir, les gars, avant qu'on accueille notre deuxième invité, Loubiana, qui va nous rejoindre. Je me souviens quand on a vu sur Netflix, on a vu arriver Lupin. Les gens, quand ils ont eu Percy aux saisons 2 et 3, ils se sont dit, tiens, est-ce que il va y avoir le personnage de la confrontation avec Herlock Sholmes qu'on avait vu. Vous avez l'autorisation de Tsukasa de faire venir Nicky Larson ou pas? Non, Il pour ne l'instant, craint personne. on a les droits de Cat Size. Non, mais de le faire intervenir dans la série, je veux dire. Il est pas dans Cat Size, il est pas dans le manga. Ils se rencontrent aux États-Unis, c'est pour ça que je vous pose la question, dans Ouais, les dernières itérations qui sont sorties au cinéma. Ouais, tout est possible, on discutera avec lui. Pour l'instant, on est. On sent la mine affiche dans le commissariat. Pour l'instant, on a des clins d'œil. Après, on verra si on en Notamment a besoin. surveiller bien Versailles. Ouais, on verra. On a plein déjà de grosses idées, de grosses surprises s'il y a d'autres saisons qui arrivent. Mais puis c'est des discussions qu'on aura avec lui. On est toujours en lien avec lui tout le temps. On s'est parlé là mardi matin des audiences. Il attendait avec impatience la réaction du public français. Parce que nous, on lui avait présenté fin août et il voulait voir comment le public allait le percevoir en France, donc il était content. Et voilà. Donc on s'interdit rien, mais c'est ni oui ni non, j'ai envie de dire. Non, mais c'était vraiment pour vous chambrer. J'avais envie de savoir si Nicky Larson pouvait apparaître. Ils sont dans le même ils évoluent dans le même Ils sont univers. dans le même univers, Voilà. oui, ils sont dans le même univers, tout à fait. Ils évoluent dans le même univers. Après, bon, le problème c'est qu'en France, Nicky Larson a été fait par Lachaud et Ouais. qu'avec Il y a déjà Elodie. avec Fontan. Elodie Fontan qui fait un autre personnage, ça me paraîtrait un petit peu compliqué, mais bon, pourquoi pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Elodie Fontan, pareil, super elle est rencontre. incroyable. Le personnage de Prudence, il est À l'opposé de tout ce qu'elle fait déjà. à l'opposé. Et pareil, surveiller la fin de l'épisode 4, Ouais. au volant de sa voiture, elle est formidable. J'ai eu l'idée en prenant l'avion pour aller présenter Les Combattantes avec Iris à Shanghai et jouer un film, comment il s'appelle le film de Philippe? Babysitting. Alibi. Non, Elle héros, super-héros. Ah, super-héros. super-héros, ouais, ouais, c'est super bien. Je le vois dans l'avion. Elle est très drôle, ouais. Et je vois Elodie et j'ai un putain, Prudence, ça serait génial. On Et- se connaissait pas, on s'est rencontrés. Et elle est dingue. On s'est régalé. Pour moi, c'est un personnage décalé. Et elle a eu peur de rien, d'essayer 5000 trucs, fait le chien, aboie, attends, pas le... Et elle essaye, elle va, elle a amené plein de choses. Enfin, c'est une méchante, moi, qui m'a beaucoup fait sourire. Et ça a été une très belle rencontre avec Elodie. Bon, je recentre toute l'actualité. La saison 1 de Cat Size, c'est sur TF1, puis sur TF1+. Ça arrive, je crois, le 18 décembre sur Prime Video. Il me semble que j'ai vu passer l'information pour l'international. Intégralité sur TF1+. La bande originale disponible sur toutes les plateformes, signée François Lietou, qui est encore une très très belle réussite. Et moi, je savais que ce serait entre de très bonnes mains avec toi. Et le résultat fait que ce mariage de vous trois, plus de tous les talents sur cette série, fait qu'on a une bonne série d'action. Et ça fait plaisir parce qu'en France, on les réussit pas toujours, les séries d'action. Merci, ça Et fait ça plaisir fait en tout cas. Vraiment plaisir, on est là et on sera là pour la saison 2. Si saison 2 il y a, on surveille nous aussi les audiences. On va vous laisser partir, on va accueillir Loubiana dans un instant, mais une petite avant-première aussi, une autre série d'action qui arrive le 21 sur TF1. C'est la nouvelle série portée par Florent Père notamment, mais aussi Joyce Bibring qui est génial dedans, ou Roxane Brett qui est incroyable, ça s'appelle Commandant Saint-Barth. Voici la bande-annonce et on va accueillir dans un instant Loubiana. Là, je vais regarder. Commandant Gabriel Saint-Barthélemy, je vous préviens, je déteste les scènes de crime. Mais j'adore les enquêtes. Je garde toujours un objet appartenant à la victime. C'est pas la procédure. Vous êtes un peu rabat-joie par moment. Je sais que je fais pas tout comme tout le monde et que ça peut être compliqué à suivre.
Bon, j'ai un dicton. Suspect confondu, suspect en garde à vue. Vous faites toujours des arrivées discrètes comme ça? Commandant Saint-Barth, votre nouvelle série commence bientôt sur TF1. Voilà pour Commandant Saint-Barth, la nouvelle série avec Florent Père, je le disais, Joyce Bibring aussi, qui est formidable, Roxane Brett, et puis toute une belle distribution. Donc du Commandant Saint-Barth, particularité de ce flic hors norme, il déteste la vue d'un cadavre, il déteste les scènes de crime, et il s'approprie toujours un objet totem, c'est un objet qui a appartenu aux victimes pour pouvoir enquêter. La série compte 6 épisodes de 52 minutes, et elle sera diffusée à partir du 21 sur TF1, et en intégralité sur TF1+. Voilà pour cette avant-première. On va passer dans la dernière partie de cette émission, accueillir une artiste qui n'est pas venue seule, parce qu'elle est venue avec un magnifique instrument que je découvre, que je ne connaissais pas, une kora, c'est ça, la kora. La kora, qui est alors j'ai vu que c'était un instrument qui venait du Mali, c'est bien ça? D'Afrique de l'Ouest. D'Afrique de l'Ouest plus généralement? Oui. Bon, on va te laisser interpréter, comme ça après tu pourras le poser. Ok. Est-ce que c'est lourd peut-être? Je me rends pas compte. Non, ça va. Ça va. Bon, on va l'écouter. Tu viens de nous présenter ce nouvel album qui s'appelle Terre Rouge, qui est sorti le 25 octobre dernier dans les bacs. Il existe en vinyle, en digital, en CD. Donc pour tous ceux qui veulent se faire plaisir, vous n'avez que l'embarras du choix. On discute un petit peu avec toi juste après. D'accord. Mais je te laisse... On n'ose même pas t'arrêter pour applaudir. Merci beaucoup, Ljubljana. Je me faisais la réflexion en écoutant l'album quand pour préparer. Je me suis dit, quand on t'écoute, on est comme happé par quelque chose qui fait que on est complètement déconnecté de ce qu'on est en train de faire et on est vraiment accroché à cet univers que tu convoques et à cet environnement que tu convoques. On a envie, j'ai vu les clips, ils sont magnifiques aussi, on a envie d'aller sur les terres où tu nous invites. C'est très spirituel, quoi. Merci. C'est très 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 spirituel pour cet album, je rappelle, Terre Rouge. J'ai envie de dire où tu étais. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que Terre Rouge, ça parle justement de la reconnexion à mes racines africaines et à ces premiers souvenirs enfants que j'ai quand j'allais voir ma famille en Afrique, notamment au Cameroun. La couleur de la terre qui est rouge
et qui m'a fascinée et intriguée pendant longtemps. Et puis ma reconnexion à ses racines et puis célébrer la beauté de cette terre qui est aussi rouge comme l'amour. Pourquoi reconnexion? Parce qu'à un moment, il y a eu déconnexion. C'est ça, ouais. J'ai plus été en Afrique pendant 10 ans. À partir de mes 15-16 ans. En fait, on m'appelle encore aujourd'hui la Blanche, chaque fois que je vais au Cameroun. Et puis même en Afrique en général, ça peut être Toubabou, la White, Toubab. Et c'est vrai qu'en grandissant adolescente, j'avais l'impression de ne pas vraiment être chez moi en Afrique. Et puis, avec les années aussi, petit à petit, j'avais l'impression d'être tellement privilégiée par rapport à mes cousins, mes cousines, que quand j'ai pu avoir le choix de où je passais mes étés, eh bien, j'ai dit à mes parents que je préférais rester en Belgique, parce que je suis belge, en Europe. Moi aussi, je l'ai fait. C'est vrai? Trop bien. Et du coup, c'est vraiment cette terre qui m'a rappelé à elle, notamment par l'intermédiaire de mon instrument, qui est un instrument traditionnel d'Afrique de l'Ouest, qui est joué par les hommes et qui se transmet de père en fils depuis le XIIIe siècle. Et en allant passer beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest, en apprenant auprès de ces maîtres qu'on appelle les griots, les djalis, je me suis vraiment sentie chez moi, en Afrique. Et j'ai eu ce désir de retourner sur la terre de mes ancêtres. Là, sur la cover de mon album, on me voit petite fille, c'est mon Donc papa. c'est vraiment toi. Ouais. Tellement C'est mignon. toi là? Ouais, Ah ouais. c'est mon papa qui a oui, pris ça se voit, je trouve, cette moi. photo. J'avais 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Il a pris cette photo. Et derrière, c'est la case de mes ancêtres. On a vraiment une culture dans ma tribu Bamileke qui est le culte des ancêtres. On dit qu'ils font le lien entre le monde visible et invisible. Et on va les voir plusieurs fois par an, leur demander leur protection, bénédiction. Et donc, c'était touchant pour moi de me dire, c'est mon papa qui prend cette photo. Il y a moi petite. Et puis, derrière, il y a mes ancêtres qui veillent sur moi. C'est aussi un message de transmission et de célébrer aussi la tradition. Là où on est de plus en plus dans une culture où, et c'est super, on met en avant la modernité, de mettre aussi en avant nos cultures pour savoir où l'on va. Il faut savoir d'où l'on vient. C'est encore compliqué aujourd'hui quand tu marches dans les rues de ton pays de se sentir, de ne pas avoir forcément la même couleur que les autres. Tu disais on t'appelle la Blanche. Quand tu te projettes par rapport aux autres, est-ce qu'on te renvoie encore cette image-là ou Ah oui. pas? Ouais. Ah oui, oui. J'ai d'ailleurs fait une chanson sur mon album qui s'appelle La Blanche. Et j'ai fait un documentaire aussi autour de ça. Et c'est sûr que dès que je suis dans la rue, parce qu'en plus au Cameroun, il n'y a pas de tourisme. Donc très vite, j'interpelle aussi parce que je suis claire de peau. En même temps, j'ai un afro. Et je sais que quand ils m'appellent La Blanche, c'est aussi une façon de dire qu'ils voient que je suis métisse. Mais donc oui, c'est inconfortable parfois. Et puis aujourd'hui, je le vois avec bienveillance. Mais tu collabores avec les plus grands, je disais, regarde. C'était il y a 2 ans, je crois, avec Oui. Barbara Pravi. Oui, c'est vrai. C'est ça, avec ton instrument. Donc je me demandais si c'était pas trop lourd, mais là je vois que tu le portes quasiment à bout de bras. Donc J'ai un stand, hein. Je joue debout là. J'essayais. Ouais, voilà. Comment. Oui, à bout de bras, exactement. Ouais, C'est ça. allez. La Blanche a de la force. La branche a de la force. Là, comment cette rencontre avec Barbara? Mais Barbara, on s'est croisés sur un taratata qu'on faisait ensemble. Je me rappelle, c'était en plein Covid, on avait les masques et tout, mais on s'est reconnus, on a des amis en commun. Et puis elle m'a invitée à chanter justement aussi une chanson en duo sur son album Prières, les prières et ses prières racines. Et on a fait une chanson qui s'appelle Prières pour nos guides, et justement qui célèbre aussi nos ancêtres. Et puis elle m'a invitée à chanter avec elle sur cette belle scène qui est le Cirque Royal en Belgique. Et puis oui, j'adore Barbara. Elle est magnifique. C'est une formidable artiste aussi, qui vient de sortir son nouvel album, La Pievra, qui vient de sortir à la fin du mois d'octobre aussi, je crois. Tu parlais de ta coupe afro, et moi je me faisais la réflexion en me disant, mais en fait, c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça. On renvoie sans arrêt aux personnes, notamment venant d'Afrique, qu'il faut gommer ce genre de traits. Et moi je me trouve que c'est génial d'en voir et de l'assumer. Ça a fait partie des combats que tu as voulu mener, d'assumer cette coupe afro. Tu t'es pas posé la question? Pour être honnête, c'est un peu la flemme. Parce que c'est le meilleur des combats, Ouais. parce qu'il gagne toujours. Non mais parce qu'en fait, vraiment, il faut savoir, quand on se fait stresser, ça fait mal. J'ai des nœuds dans mes cheveux, donc on me tirait les cheveux, ensuite ça gratte, ensuite il faut les enlever, enfin, flemme. Donc en fait, je sais que petite, vraiment, ma maman, j'avais tellement de nœuds qu'elle m'amenait beaucoup me faire coiffer. Et ça mettait 8 heures où je criais, je hurlais dans le salon, les gens me regardaient, mais quel est cet enfant insupportable? Et je sais que, encore aujourd'hui, dès que je marche dans la rue, que je suis par exemple Château Rouge par exemple, ou même en Belgique, on a un quartier qui s'appelle Matongué, ou au Cameroun, en Afrique, les gens vont me dire, ma chérie, on va te tresser. J'ai dit, non, c'est fini pour moi, plus de tresse. Mais il faut pas, c'est superbe comme ça. Merci. C'est vrai, ça rend super bien. Tu as envie d'aller. Tu t'es déjà produit au Cameroun?
Bah, pas encore. J'ai eu la chance de jouer au Rwanda avec Gaël Faye, parce qu'on a un duo ensemble, Ah, génial. d'aller chanter au Mali, au Togo, et pas encore au Cameroun, donc j'aimerais beaucoup. Et tu appréhendes d'aller jouer au Cameroun en utilisant un instrument qui, tu le disais, normalement, est tenu par les hommes? Au début, quand j'ai découvert la kora il y a 9 ans, j'avais de l'appréhension. Parce qu'évidemment, comme c'est un instrument qui est réservé aux hommes, mais aussi aux hommes particulièrement d'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment un instrument qui accompagne la transmission, parce qu'en Afrique, c'est vraiment la tradition orale. Donc, on n'a pas forcément de livres qui racontent l'histoire. Et j'avais au début cette peur quand j'ai découvert cet instrument. Mais très tôt dans mon parcours, j'ai eu la bénédiction de Toumani Diabaté, qui est un des plus grands joueurs de kora au monde, qui a notamment accompagné Mathieu Chédid sur La Momali, qui a un album magnifique. Et il m'a donné sa bénédiction. Il m'avait dit que si j'avais rêvé de la kora, c'est comme ça qu'elle m'a apparu, que ça voulait dire qu'elle m'avait choisi. Et puis on a un duo ensemble aussi sur mon album Terre Rouge qui s'appelle Mali. Donc aujourd'hui, j'ai reçu tellement d'encouragement de la part de ces griots, ces joueurs de kora, que je sais que je suis portée. Et puis pour moi, c'est aussi nos ancêtres, ils nous rappellent à quel point on est tous liés. Et donc, je me sens portée par toutes ces histoires, ces voix passées. Et donc, non, pas d'appréhension, plutôt juste une grande joie et de pouvoir jouer, j'espère, bientôt dans mon pays. Et tu rêves de quoi maintenant? Parce que tu as rêvé de la kora, elle est apparue. Oui. Maintenant, c'est quoi est-ce qu'il y a quelque chose, un rêve qui t'habite, une vision, Moi, un objectif? je me suis toujours dit, je me suis toujours promis que le jour où j'aurai de la lumière et je pourrai commencer à parler de ma musique comme ici avec vous aujourd'hui, j'essayerai de prôner aussi un message d'espoir, d'humanité, d'amour et de montrer que justement, là où on nous amène souvent à la division, à la séparation, il y a tellement de beauté dans nos liens et qui nous rappelle vraiment qu'on est tous un, c'est ce que je crois profondément. Et puis au-delà de ça, justement de célébrer aussi la beauté de l'Afrique. Là où aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, souvent on voit la guerre, on voit le chaos, on voit la peur, on voit la corruption. C'était aussi important pour moi, en tant qu'enfant, descendante, afro-descendante, de montrer que c'est aussi une terre qui est pleine d'espoir, qui est riche, qui est pleine de beauté, et d'amener peut-être aussi une nouvelle vision du continent. Ça s'appelle Terre Rouge. C'est une pépite. Franchement, je le dis. Merci. Je l'ai découvert et je remercie d'ailleurs Chloé qui t'accompagne parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ton univers. Et c'est vrai que spontanément, je ne te connaissais pas encore. Et je regrette pas qu'elle nous ait permis de te recevoir et de découvrir cet univers-là parce que c'est un univers qui est absolument... tu as dit le bon mot, spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui convoque à plein de choses et qui fait du bien quand on t'écoute. À la fois chanter et parler aussi. Et je suis ravi qu'on ait pu te mettre dans l'émission en avant. Ça s'appelle Terre Rouge. C'est disponible depuis le 25 octobre. Il faut absolument foncer l'écouter. Vous vous sentirez bien mieux après avoir écouté Loubiana. Et vous appellerez votre grand-mère pour savoir comment elle va. Ça donne envie là, d'appeler les gens qu'on aime. C'est trop beau. Bravo pour ce très très beau résultat de cet album qui est une petite splendeur. Et on vous mettra le lien vers toutes les infos pour continuer de te suivre. Merci d'être venu nous interpréter Ancestor. Donc, qui est ce titre que tu nous as interprété tout à l'heure. Et on ne fait pas de commentaires, Julia, sur mon accent. Merci. Moi, j'adore. Merci. T'es une Belge plus sympa que moi, alors. On se retrouve. Merci à Robinson qui était à la manette. Merci à tes équipes qui sont en régie, que je ne vois pas, mais que je devine. Et on se retrouve, nous, très, très bientôt pour un nouveau numéro de La Loi des séries. On parlera d'une série qui se passe dans un cabaret à Paris. Ça, c'est Paris. La nouvelle série de France Télévisions, réalisée par Marc et créée par Marc Fitoussi. Merci à tous. Merci, Loubiana. Merci À tous.